Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par le FMDV et le campus AFD. C'est le dernier webinaire de cette année et le troisième de la séquence sur l'accès au financement externe sur la mobilisation des partenaires privés. Et donc, c'est la dernière édition d'un cycle de 5 webinaires qui sont organisés cette année par le FMDV et l'AFD. Et donc, nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce dernier cycle. Juste quelques introductions avant d'ouvrir réellement. Vous pouvez interagir par un jeu de questions-réponses en cliquant sur le bouton Q&A à droite de l'écran. Je vous informe aussi que la session est enregistrée, que le replay et les slides de présentation seront partagés prochainement sur un lien qui vous sera envoyé. Et que pendant la session, nos équipes partagent des liens menant vers des documents supplémentaires, des vidéos qui viennent compléter les interventions de nos participants aujourd'hui. Et à la fin du webinaire, vu que c'est le dernier de cette année, on partagera un questionnaire sur le retour d'expérience que vous avez pu avoir sur ce webinaire d'aujourd'hui, mais aussi sur les 4 derniers qui ont nourri cette série de cette année. Donc voilà, j'en termine juste avec des mots introductifs de logistique et sans plus attendre, je donne la parole à Marie Legac de Campus AFD pour quelques mots d'introduction. Marie. Merci beaucoup Jean-François, merci et bonjour à toutes et à tous. Nous sommes vraiment ravis de vous retrouver aujourd'hui, comme le disait Jean-François, pour le dernier webinaire de notre série Financer la ville durable de demain. Donc comme l'indiquait Jean-François, cette série qui a été développée par le FMDV et le campus de la Chance française de développement s'est déroulée tout au long de cette année 2022. On vous a proposé un certain nombre de capsules vidéo, de webinaires avec pour objectif de partager des expériences, des solutions développées par des praticiens experts du financement des collectivités, partagées avec une communauté d'acteurs des collectivités locales en Afrique. Vous étiez, je crois, mais les partenaires du FMDV me corrigeront, je crois plus de 1700 à suivre en direct ou en replay toutes ces ressources qu'on a mis à votre disposition. On avait axé ces contenus autour de 3 grands enjeux liés au cycle de financement des collectivités. La première séquence qui a été proposée en début d'année était orientée sur la planification et l'évaluation budgétaire en lien avec l'atteinte des objectifs de développement durable et les grands agendas internationaux. La seconde séquence était plus orientée sur la mobilisation et la diversification des ressources propres pour mettre en œuvre cette planification des investissements. Et donc, comme le disait Jean-François, cette dernière séquence qui a débuté en octobre dernier avec des capsules vidéo et un webinaire qui s'est joué en novembre était plus orientée sur l'accès au financement externe. On a d'abord eu un webinaire sur la mobilisation des financements des bailleurs de fonds qui s'est tenu il y a 3 semaines. Et aujourd'hui, on termine donc par ce nouveau webinaire plus orienté sur la mobilisation du secteur privé pour accompagner le financement des projets d'investissement des collectivités. Je remercie chaleureusement tous les intervenants qui se sont mobilisés aujourd'hui pour partager leurs expériences et leurs solutions. On sait qu'en cette fin d'année, les agendas sont toujours très contraints. Donc, merci à vous de vous rendre disponible pour partager ces éléments avec notre communauté des acteurs des villes qui nous suivent pour cette série. Et merci également à toute l'équipe du FMDV qui se mobilise activement chaque fois pour organiser ces événements. Et donc, je repasse la parole à Jean-François qui va vous apporter maintenant un premier propos avec des éléments d'éclairage sur les enjeux liés à la mobilisation du secteur privé pour le financement des programmes d'investissement des collectivités. Merci beaucoup. Très bon webinaire à toutes et tous et à plus tard pour poursuivre. Merci Marie pour ces mots d'introduction. Peut-être une présentation du panel qui est avec nous aujourd'hui. Donc, nous avons Madame Anne Dauget, qui est responsable équipe projet à la division FIN, entreprise publique et financement structuré de l'AFD, qui nous présentera comment l'AFD aujourd'hui intervient sur ce secteur-là.
Nous aurons avec nous également monsieur Stéphane Redon, qui est le gérant chez Sosen et qui nous partagera des expériences concrètes de ses activités sur le financement d'infrastructures par des PPP en Afrique. On aura ensuite un extrait d'une vidéo de monsieur Thierry Déo, qui est le fondateur et PDG de Meridiam, qui partage sa vision sur l'investissement privé pour des infrastructures et des services urbains et quelles sont les considérations de ces acteurs-là vis-à-vis des partenariats publics. Et enfin, nous aurons un grand témoin, monsieur Kamal Adjaï, qui est le maire de Golfe 3, à Lomé, au Togo, et qui est le vice-président du FMDV, et qui nous présentera son point de vue de maire sur les partenariats publics-privés, notamment sur la finance privée, et qui fera aussi un bilan de ce qu'il a entendu des autres intervenants. Mais avant toute chose, je voulais peut-être recadrer un peu, enfin pas recadrer, plutôt cadrer la discussion autour de quelques chiffres et quelques indicateurs probants. On l'a rappelé à chaque webinaire, mais je pense que c'est important pour ceux qui n'étaient pas là de rappeler que l'urbanisation aujourd'hui en Afrique est galopante. On parle de 1 milliard d'urbains en plus dans les villes d'ici 2050, ce qui est l'équivalent, c'est comme si la Chine accueillerait comme si l'Afrique accueillerait la population de la Chine dans ces villes aujourd'hui. Donc, c'est des villes qu'il va falloir accueillir l'ensemble de ces populations, qu'il va falloir nourrir, loger, éduquer, transporter, et donc ça va demander des investissements très importants sur l'investissement sur les villes. Notamment, on parle de 25 milliards d'euros par an d'ici 2030 pour investir dans ces biens et infrastructures en Afrique. On imagine l'ensemble de ces coûts sur une temporalité plus grande jusqu'à 2050, voire 2080. On estime que sur ces 25 milliards d'euros par an d'ici 2030, seuls 25% viendraient du public. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver 75% au moins de ces 25 milliards d'euros par an au niveau du privé. Mais donc, le privé a un grand rôle à jouer dans le financement de ces infrastructures et de ces services. Mais malgré tout, certains chiffres démontrent que sur l'Afrique, seuls 2% l'Afrique attire seulement 2% des flux mondiaux d'investissement direct à l'étranger, ce qui est très faible par rapport à l'ensemble de la planète et par rapport aux enjeux africains. Et on voit surtout qu'il y a une baisse de l'investissement du secteur privé en Afrique. On passe de 15 milliards de dollars en 2012 à 5 milliards de dollars en 2019. Donc, on voit qu'il y a des vrais enjeux, tant sur comment financer et accompagner le développement et l'urbanisation des villes africaines, mais comment aussi aujourd'hui sécuriser le secteur privé sur le financement du développement de ces villes de manière générale. Je ne vais pas commencer à présenter le pourquoi, le comment, parce que je veux aussi que nos intervenants puissent avoir la capacité de donner leur expérience et que le maire de Lomé puisse le donner et tenter après de voir si, de notre point de vue FMDV, il y a des choses qui nous semblent aussi complémentaires. Je voulais juste commencer par partager avec vous 3 slides. Déjà, quand on parle d'investissement privé, on parle forcément de partenariat public-privé. Et on a ici identifié, pour vraiment schématiser et vraiment simplifier, on est conscient que c'est bien plus complexe, mais que c'est pour une introduction d'ensemble. Il y a 3 grandes familles de partenariats public-privé. Sous la forme d'un marché public avec une relation avec le privé qui est ponctuelle et des responsabilités limitées par le secteur privé pour fournir l'infrastructure, de l'équipement et une garantie sur une durée limitée. Il y a une deuxième approche de partenariat public-privé qui est ce qu'on appelle le PPP, entre guillemets, qui est une relation de partenariat sur une durée plus ou moins longue, avec une responsabilité globale du privé rémunérée sur la base de performance. Donc là, on parle par exemple de conception, de construction, de financement et d'exploitation, d'entretien, de maintenance
d'infrastructures et de services. Donc, typiquement, quand un opérateur privé délègue quand un partenaire public délègue au partenaire privé l'investissement, la construction, la conception et la maintenance d'un équipement, là, on parle d'un PPP et sur des temporalités qui peuvent être de 10, 25, voire 50 ans pour certaines infrastructures. Et ensuite, là où le niveau de participation du secteur privé est le plus fort, c'est quand le partenaire public délègue à 100% la propriété et l'usage du bien ou de l'infrastructure donnée par le public, avec du coup une privatisation d'une société d'État. Et donc voilà, on voit un peu là les différents modèles de PPP avec une implication plus ou moins forte du partenaire privé dans l'opérationnalisation de ces partenariats. L'intérêt d'un PPP, c'est d'attirer de l'expertise, de l'innovation par le secteur privé dans la définition de la solution technique du projet. Les partenaires privés ont une capacité de faire de la recherche, de développement et de l'ingénierie que le secteur public n'a pas. Donc, c'est vraiment une expertise industrielle unique. Deux, attirer les solutions de financement privé pour aligner les intérêts long terme sur les services. C'est parfois pour le secteur public, c'est attirer l'investissement privé est un complément parfois plus intéressant que les outils de financement classiques comme la dette ou autres. Et donc, c'est une solution qui peut être intéressante dans certains cas, mais on le verra sans doute par les intervenants, ça demande quand même certaines conditions à respecter. Troisièmement, ça améliore la qualité du service public à travers un modèle axé sur la performance. Alors encore, on est dans la théorie, parce que parfois des opérateurs publics gèrent et opèrent de manière très performante des services et des infrastructures, mais il est considéré que le délégué du secteur privé permet d'améliorer, dans certains cas, la performance de ces services. Quatrièmement, ça allège l'impact budgétaire du service public et ça élargit les sources de revenus de l'autorité publique par les services de fiscalité locale et de dividendes. Et enfin, ça permet de développer une économie locale avec la création d'emplois, de transfert de compétences, de développement du secteur privé local, etc. Les limites des partenariats publics-privés, c'est que la préparation et le coût du PPP sont souvent plus élevés qu'un marché public. Ça demande, en termes de préparation, des études et des montages parfois juridiques élevés comparés à un marché public. Et le coût dans la durée de l'opérationnalisation de la maintenance par un acteur privé est aussi souvent plus coûteux que quand c'est internalisé par un opérateur public. Deuxièmement, les obligations de paiement différées du secteur public peuvent avoir un impact négatif sur les budgets futurs. C'est-à-dire que les PPP, on verra sans doute tout à l'heure, sinon je préciserai, mais dans certains cas, les PPP les partenaires privés se font rémunérer sur la base d'un paiement aux partenaires privés qui peut être annuel, mensuel ou autre, et qui sont sur une durée définie par le partenariat au préalable, et que ça peut aussi avoir un impact relativement négatif sur le budget futur, et que l'amortissement se fait moins naturellement que lorsqu'on intègre cela au public. Troisièmement, les PPP sont peu adaptés au secteur avec une forte évolution technologique et avec des besoins difficilement prévisibles à long terme. Le partenariat public-privé, par nature, se projette sur le long terme. Or, quand on parle de technologies dites smart cities, et Stéphane parlera tout à l'heure de l'éclairage public qui intègre aussi parfois des technologies dites smart, c'est vrai que c'est parfois complexe de se projeter sur 25 ans, alors que la technologie évolue très vite et qu'il y a parfois des besoins de changer la solution technologique sur des temporalités plutôt de 5 ans, 6 ans, et donc c'est moins adapté.
Et enfin, les PPP sont relativement plus flexibles et rigides aux changements qui sont non prévus et autorisés par le contrat. Et ça, on le sait que quand on parle du secteur privé, et notamment en Afrique, les changements politiques, l'instabilité de la gouvernance et également les changements et les impacts autour du projet peuvent avoir des conséquences pour les actions menées par les PPP et que cela est fortement cadré par les contrats entre le partenaire public et privé et que ça donne souvent peu de flexibilité de s'adapter à une évolution qui peut impacter le projet. Donc voilà, je voulais juste faire cette introduction pour cadrer un peu la thématique de ce webinaire, mais surtout aussi pour ouvrir des commentaires et un approfondissement de ces questions par les intervenants. Donc, c'est pour ça que c'était très généraliste et que ça peut être largement discuté. J'en suis tout à fait conscient et que c'était le but. Mais je voulais quand même qu'on puisse définir et calibrer le périmètre de cette séquence aujourd'hui avant de commencer par les intervenants. Maintenant, comme on a l'habitude également, avant de commencer la prise de parole par les intervenants, on vous propose une série de questions auxquelles vous pourrez, une enquête sur laquelle vous pourrez réagir et qui vous permet, vous, de donner aussi vos positionnements aux participants. Et il y a 3 questions qui vont apparaître. Voilà. Selon vous, quelles solutions sont à mettre en place pour favoriser le développement de projets de PPP dits bancables, donc investissables? Il y a plusieurs choix, un choix unique, pardon, cette fois-ci. En développant un environnement juridique institutionnel favorable au PPP. Deuxième possibilité, en assurant une gouvernance partagée entre le public et le privé autour du PPP. 3, en assurant la viabilité financière, le modèle économique et identifier la solution technique dès le départ du projet, ou enfin de prioriser un partenaire privé reconnu et important dans le secteur. Donc, on vous laisse choisir parmi ces 4 possibilités. Il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de bonne réponse. Ça nous sert à trouver les tendances, selon vous, qui sont les priorités dans le cadre d'un PPP. On vous laisse encore quelques secondes pour avoir les réponses et les tendances et qui vont, en plus de l'introduction que j'ai faite, avec ces réponses-là, ça va permettre d'amener des réactions des intervenants. Je pense qu'on peut clore et démontrer les réponses. Alors, comme assez souvent, c'est assez étonnant. Il y a des réponses qui se touchent en termes de résultats. Donc, celui qui a la question qui a le plus, enfin, le point qui a le plus récolté votre vote est la 3e, assurer la viabilité financière, le modèle économique et identifier les solutions techniques dès le départ du projet. Ensuite vient le développement d'un environnement juridique institutionnel favorable au PPP. Pour avoir en 3e place assurer une gouvernance partagée entre le public et le privé autour du PPP. Et enfin, celui qui a reçu que 2% des votes, prioriser un partenaire privé reconnu et important dans le secteur. Je ne vais pas commenter, je souhaiterais commencer à donner la parole directement aux intervenants. Comme ça, vous pouvez être libre aussi, vous, de commenter en fonction de ces réponses. Et je vais commencer par Madame Anne Dauget, qui est responsable équipe projet division FIN à l'AFD sur les entreprises publiques, le financement structuré, qui va nous présenter comment l'AFD intervient sur ce secteur et les grandes lignes des objectifs et du fonctionnement de l'AFD sur les partenariats publics-privés. Et également, libre à vous de commenter à la fois les questions et la petite introduction qui a été faite. Vous avez environ 8 minutes, Madame Dauget. À vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous et ravie d'être parmi vous aujourd'hui sur ce webinaire dédié à la mobilisation du secteur privé.
Donc, l'objet de mon intervention aujourd'hui est de vous présenter un nouveau mécanisme qui a été développé par l'AFD, qui est justement dédié à la mobilisation du secteur privé et qui s'appelle la garantie de paiement public, la GPP AFD. Alors, juste pour vous donner un peu de contexte, ce produit, en fait, est né d'un constat qui a été remonté à la fois par nos partenaires publics sur le terrain et les investisseurs privés également, sur le fait qu'un des principaux freins identifiés au développement de projets était le risque de non-paiement des entités publiques. Alors, quand on dit entités publiques, on parle de collectivités locales, d'entreprises publiques, d'États. Et le risque en fait de non-paiement de ces entités publiques est souvent perçu comme assez élevé par les investisseurs privés. Donc, pour atténuer ce risque, l'AFD a travaillé depuis plusieurs années et a lancé un nouveau mécanisme en 2021 qui s'appelle la garantie de paiement public, donc la GPP. Et l'objectif de la GPP, ça va être de venir couvrir partiellement le risque de défaut de paiement d'une entité publique vis-à-vis du secteur privé au titre d'un contrat à long terme qui a été signé entre elles. Donc, par exemple, dans le cadre d'un PPP ou d'un contrat de partenariat, la GPP va pouvoir venir couvrir le risque de non-paiement de l'entité publique. L'objectif de cette garantie de cette GPP, c'est bien sûr de catalyser les investissements privés vers des projets de développement avec un effet de levier assez important. Alors, quand on parle d'effet de levier, c'est-à-dire que pour un montant donné de garantie, on va pouvoir mobiliser en face jusqu'à 8 fois plus d'investissements privés. Donc, c'est assez intéressant. Un autre intérêt de cet outil, ça va être de créer un effet d'amorçage. Alors, c'est notamment vrai sur le secteur de l'énergie, mais quand on parle d'effet d'amorçage, c'est-à-dire que pour un projet qu'on va venir couvrir, qu'on va venir soutenir avec la GPP, en fait, on va créer un environnement propice aux investissements privés. On va apporter du confort aux investisseurs privés et donc créer un environnement propice à l'émergence de futurs projets sur le même secteur. Donc voilà pour les contextes objectifs. Je vous ai également présenté le schéma. Alors, il peut paraître complexe, mais dans les faits, il est en fait assez simple. Voilà en gros comment fonctionne notre garantie de paiement public. Donc, en premier lieu, on a un contrat commercial. Alors, contrat commercial, c'est un peu un abus de langage. En fait, c'est un contrat qui est conclu entre une entité publique et la société de projet. Donc, par exemple, un PPP entre un État et une SPV, un investisseur privé. En parallèle, on va avoir une banque commerciale qui va venir émettre une lettre de crédit, donc une facilité de cash et immédiatement disponible, qui va être dimensionnée pour venir couvrir un certain nombre de mois d'échéance du contrat signé entre la SPV et l'entité publique. Et en fait, en cas de défaut de paiement de cette entité publique sur le contrat, la société de projet, l'investisseur va pouvoir venir tirer les sommes équivalentes sur la lettre de crédit. Et ainsi, en fait, avoir une liquidité assurée, même si il y a des retards de paiement ponctuels au niveau de son contrat conclu avec l'État. Par la suite, les sommes qui ont été tirées par cette lettre de crédit vont devoir être remboursées par l'entité publique au titre d'un contrat de remboursement. Donc, c'est le contrat numéro 3 sur le schéma. Et ce contrat de remboursement va être préalablement signé entre la banque commerciale et l'entité publique et prévoir les modalités de remboursement des sommes éventuellement tirées sur la lettre de crédit. L'entité publique aura un certain délai pour rembourser ces sommes. Si au bout de ce délai, les sommes ne sont pas reconstituées, alors la banque commerciale va pouvoir mettre en jeu la garantie qu'elle aura signée avec l'AFD. Donc dans ce cas, l'AFD va indemniser les sommes tirées par la société de projet à la banque émettrice, et ensuite l'AFD exercera ses recours pour recouvrer les sommes qu'elle a payées à la banque auprès de l'entité publique ou de l'État, en fonction de l'entité avec laquelle a été conclu le contrat. Donc voilà comment fonctionne le schéma. Donc en fait, ce qu'on voit bien, c'est que l'AFD en fait vient couvrir un instrument de liquidité. L'instrument de liquidité, c'est la lettre de crédit. Et en fait, cette liquidité va permettre au projet en fait de ne pas subir un éventuel arrêt, puisqu'en fait, le problème en cas d'interruption de paiement du contrat, de retard ponctuel sur les paiements du contrat, la société de projet, elle, a des frais et va devoir payer ses prêteurs, payer ses frais. Et donc, l'intérêt de cette garantie, c'est finalement de pouvoir
compter sur cette lettre de crédit pour en fait avoir constamment une liquidité disponible. Et donc, l'AFD va venir couvrir cet instrument de liquidité. Donc, voilà pour le schéma. Au niveau des caractéristiques de la garantie, donc vous l'aurez compris, l'objectif de la garantie, c'est de venir couvrir partiellement le risque de non-paiement d'une entité publique au terme d'un contrat d'investissement conclu avec un investisseur privé. Donc, les risques couverts, on va être sur des défauts de paiement non contestés, très important, des défauts de paiement non contestés sur des échéances de contrat, et on va venir couvrir jusqu'à 12 mois de ces échéances, donc 1 an de contrat maximum. Et à noter toutefois que les indemnités de rupture de contrat sont exclues du périmètre de notre garantie. Les contrats garantis, donc j'en ai parlé, on est vraiment sur tout type de contrats long terme, donc des PPP, des contrats de concession. Par exemple, ça peut être des contrats d'achat d'électricité également, donc c'est vraiment assez divers. Alors, notre garantie de paiement public est disponible avec 2 structurations possibles. Une première structuration avec recours sur l'État actionnaire, c'est-à-dire que l'AFD va venir couvrir in fine le risque de défaut de l'entité publique avec un recours sur l'État souverain qui est donc actionnaire de l'entité ou de la collectivité, ou bien une autre option de structuration qui va consister à venir couvrir le risque de non-paiement de l'entité publique, mais avec un recours uniquement sur l'entité publique. Donc, dans ce cas, il n'y a pas de recours sur l'État souverain. Le recours se fait uniquement sur l'entité publique. Donc, il y a vraiment 2 structurations. En termes de pays d'intervention, on va être sur toutes les zones d'intervention de l'AFD. Idem pour les secteurs d'intervention. Et au niveau de l'entité publique, alors, on aura des critères d'éligibilité, bien sûr, en interne. Il y aura et c'est notamment vrai sur le cas de la garantie sans recours sur l'État actionnaire, on aura quand même une évaluation de la qualité financière de la contrepartie pour nous permettre d'intervenir en garantie. Donc voilà globalement le schéma très global de la garantie et ses caractéristiques. Alors au niveau en termes pratico-pratiques, pour saisir l'AFD sur ce type de garantie, pour nous mobiliser, donc prochain slide, merci. L'instruction d'une garantie va suivre les cycles classiques d'instruction des financements AFD. Alors, étant précisé que il est intéressant en fait de mobiliser l'AFD le plus en amont possible sur des projets identifiés pour instaurer un dialogue entre les différents acteurs. Alors bien sûr, les acteurs publics, les acteurs privés, l'AFD, les prêteurs. C'est très important parce que en fait, la GPP peut être véritablement un outil pour mobiliser le secteur privé dès le stade de l'appel d'offres. Par exemple, l'AFD a mobilisé la GPP, à insérer les termes et conditions de sa garantie dans des documents d'appel d'offres, de manière à ce que les soumissionnaires, dès le stade de l'appel d'offres, puissent avoir la possibilité de mobiliser une garantie s'ils répondent favorablement à l'appel d'offres. Donc, c'est vraiment un moyen de mobiliser les investisseurs dès le départ. En termes de projets éligibles, alors on va être sur des projets qui sont compatibles avec les accords. Alors, j'ai mis quelques critères, hein, mais il y en a bien d'autres. Ce sont des projets qui vont être compatibles avec les accords de Paris, donc qui ont un impact neutre ou bénéfique sur le climat, avec des impacts également favorables en termes d'aspects environnementaux et sociaux. De manière générale, c'est vrai que l'AFD privilégiera des appels d'offres, mais on pourra regarder éventuellement au cas par cas sur des marchés en gré à gré. Alors, si vous voulez en savoir plus sur notre outil, donc on a une documentation qui est une plaquette commerciale qui est disponible sur le site internet de l'AFD. Et de manière générale, n'hésitez pas à vous rapprocher de nos agences dans vos pays, d'intervention, qui seront plus à même de vous répondre sur le sujet ou qui nous poseront des questions au niveau du siège. Et en tout état de cause, la demande de garantie doit provenir évidemment de l'entité publique avec une requête de l'État si recours souverain demandé. Voilà globalement pour l'outil dans ses grandes lignes. Donc l'idée véritablement avec cet outil nouvellement créé, c'est de venir catalyser l'investissement privé vers des projets de développement
en apportant du confort au secteur privé. Voilà, je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, très intéressant et c'est vrai que ça rejoint une observation que nous, on fait au niveau du FMDV. Donc le FMDV, nous sommes un réseau mondial de villes et de régions et on travaille sur les questions de solutions pour le financement et l'investissement. Et c'est vrai que votre présentation reflète aussi un positionnement partagé par plusieurs grandes banques de développement, banques publiques de développement, qui sont aujourd'hui de proposer des instruments, notamment sur le de-risking, sur l'atténuation du risque, pour permettre aux partenaires privés de venir s'impliquer dans une action d'investissement en ayant un environnement favorable à leur investissement et en atténuant le risque. L'AFD le fait. Sous d'autres angles, mais un peu similaires, la Banque mondiale le fait, la Banque africaine l'a annoncé également. Et donc, c'est intéressant de voir que les banques publiques de développement veulent, en tout cas proposent de jouer leur partition dans la mobilisation des investissements privés, du secteur privé, en faisant le tampon avec l'atténuation du risque, qui est la plus grande considération d'un acteur privé quand il va juger et analyser une opportunité d'investissement. Donc, c'est vraiment très intéressant. On a une question pour vous, enfin d'autres questions, mais j'en retiens une, qui disait aussi, vous l'avez déjà noté, hein, mais vu que ça a été posé, peut-être le repréciser, c'est est-ce que les entreprises privées ou locales peuvent être éligibles aussi au GPP et même si vous l'avez abordé, peut-être préciser cela. Ouais. Alors, nous, ce qu'on va venir couvrir, c'est uniquement le risque de non-paiement d'une entreprise publique ou d'une collectivité locale ou d'un État au titre d'un contrat qui va être conclu avec un investisseur privé. Mais en tout cas, le risque qu'on va couvrir, c'est véritablement le risque de non-paiement public. Donc, effectivement, ça peut être un risque de non-paiement par une collectivité, par une entreprise publique, tout acteur public, en fait, qu'on va pouvoir venir couvrir. Très bien. Il y a eu beaucoup d'autres... alors, autre question qui m'est remontée, c'est y a-t-il une différence entre les PPP et les marchés publics? Alors, je vous le lis en live hein, parce qu'on me l'a envoyé. Est-ce que vous souhaitez répondre à ça? C'est très vaste comme question. Oui, non, mais c'est... Oui, non, mais on ne va pas répondre à toutes les questions, effectivement. On va tenter de reprendre une analyse un peu des différentes questions et vous les faire remonter après la deuxième intervention. En tout cas, merci beaucoup, Madame Dauget, pour votre intervention. On note bien que vous êtes là pour un temps limité de par vos obligations. Donc, je vous propose qu'on passe au deuxième intervenant et que si on revoit des questions qui vous sont adressées, on reviendra vers vous par la suite. Merci encore et je propose de passer à la deuxième intervention. Monsieur Stéphane Redon, qui est gérant chez Sosen, qui travaille dans ce secteur depuis de nombreuses années et qui aujourd'hui s'est spécialisé pour porter et développer des projets en PPP sur des secteurs qu'il va nous présenter et qui vient un peu, notamment en Afrique, regarder de quelle manière aujourd'hui, on peut, par la démonstration, également conforter le choix d'un PPP par le secteur privé, par le secteur public en Afrique, et également démontrer que ces projets-là sont dérisqués de par la démonstration qui s'intègre bien dans l'environnement local et qui répondent à des besoins. Donc, Stéphane, je vous laisse vous présenter et présenter vos activités de ce sens-là, à la fois de par vos expériences, comment vous percevez aussi l'opportunité d'aller drainer un partenaire privé sur un territoire en fonction des besoins qui vous sont remontés. Quels sont les outils sur lesquels vous vous reposez pour aller financer cette démonstration? Et comment la démonstration permet de préparer une mise à l'échelle
et notamment sur l'investissement et ce que disait Mme Degey auparavant, c'est comment démontrer que le risque est atténué par cette démonstration et quelles ont été des expériences concrètes. Tout ça en 8 minutes et merci par avance. Merci beaucoup, Jean-François. Alors, je ne sais pas si je vais avoir la main pour présenter mes slides. J'avais des présentations, mais j'attends de voir si j'ai la main. Si je partage mon écran ou pas, oui. Non, on va te le présenter là. Libertad est en train de présenter. D'accord, sinon je vais partager l'écran. Ah bah vas-y, du coup Stéphane, c'est à toi de partager l'écran. Je vais partager mon écran, alors je vais essayer. Toc, toc, toc. Alors, hop. Ça fonctionne. Vous voyez mon écran ou pas? Oui, parfait, c'est bon. Très bien, parfait. Tu peux y aller. Donc en introduction, Stéphane Redon, je suis depuis 3 ans un consultant indépendant après avoir travaillé dans différentes structures privées là, en France sur des projets d'infrastructure essentiellement énergie renouvelable et solaire en particulier. Il y a 3 ans, j'ai décidé de me mettre à mon compte parce que fort d'une expérience depuis plus de 20 ans essentiellement en Afrique, je me suis rendu compte que beaucoup de projets sur lesquels on me demandait de me positionner n'étaient pas forcément on va dire très, très durable, très soutenable. Donc, j'ai décidé par un positionnement plutôt aussi amont d'apporter une expertise pour accompagner ces villes de ces gouvernements à développer des projets viables et bien sûr apporter après mon expertise dans la partie opérationnelle pour être sûr aussi que dans la mise en relation avec des solutions essentiellement françaises ou européennes, tout ce qui avait été fait en amont pouvait effectivement être mesuré sur le terrain. Voilà, donc ce que je voulais présenter aujourd'hui, c'est d'abord effectivement une expérience que je mène maintenant depuis 3 ans et que j'essaie de dupliquer. On va parler, en tout cas en ce qui me concerne, essentiellement d'éclairage public, mais je suis en train de monter d'autres projets sur d'autres secteurs d'activité qui touchent toujours à l'infrastructure des villes. Donc pour ne pas les nommer, enfin, au moins en nommer une autre, c'est effectivement, je travaille sur des projets de gestion de déchets urbains, entre autres au Rwanda actuellement. Voilà, donc l'idée pour l'instant, c'était pour répondre aussi aux questions de Jean-François, de dire que l'approche qu'on a eue, ça a été il y a 3 ans de monter un projet démonstrateur en Ouganda, en montant une équipe projet avec un financement qu'on a obtenu du gouvernement français, de faire un projet pilote en Ouganda. Pourquoi l'Ouganda? Parce qu'il y avait effectivement d'abord le constat d'un réseau, comme dans beaucoup de villes africaines, un réseau d'éclairage urbain qui était embryonnaire, voire défaillant. Donc il y a eu un projet et une volonté politique de faire un gros projet à Kampala soutenu par l'AFD. Donc on a, nous, une approche plutôt d'essayer de voir aussi comment ce concept-là pouvait être appliqué à des villes secondaires et tout ce réseau d'une vingtaine de villes secondaires qui ont aussi les mêmes besoins qu'au Kampala. L'idée du projet était essentiellement de pouvoir effectivement maintenant montrer comment, à travers des projets pilotes, on prépare le terrain à justement travailler sur un changement d'échelle. Puisqu'on se le constate qu'on voit aussi, outre la demande récurrente des collectivités dans des programmes d'éclairage public, comme le montre cette slide-là, il y a quand même pas mal d'opérations aujourd'hui qui se développent maintenant en mettant en avant la technologie, entre autres solaire, avec des gros projets que portent à la fois des gouvernements surtout et une offre française qui commence effectivement à faire référence. Essentiellement pour l'instant sur les 2 projets que vous voyez à gauche et à droite, des types, on va dire, de projets clés en main, de fournitures, mais qui intègrent maintenant quand même une composante par rapport à des marchés de travaux un peu nouvelles, c'est donc de la maintenance
sur le long terme, mais avec des instruments financiers que sont purement de la dette que portent effectivement ces gouvernements. Donc, à travers le projet à gauche dont on parle, le Sénégal, c'est donc un projet à destination de collectivités, mais porté par le gouvernement central. Donc, elle a eu la possibilité effectivement de s'endetter. À gauche, le projet au Togo, un peu le même esprit, c'est bien un projet à destination de collectivités plutôt rurales, mais qui a été porté par les instances gouvernementales. Et un troisième au milieu pour illustrer le fait qu'à travers cette dynamique aujourd'hui qu'on a lancée dans 3 ans, on voit que c'est vraiment d'actualité parce qu'aujourd'hui, il y a plein de projets qui se mettent en place, dont le dernier en date de mai de cette année, où le Bénin, à travers un projet aussi gouvernemental, essaie de lancer un appel à candidature pour là, maintenant, un montage purement PPP pour de l'éclairage public dans 77 communes, avec un montage qu'on appelle donc PPP gouvernement payeur, donc effectivement sur un principe qui a été décrit, c'est que l'investissement va être porté par des opérateurs privés et ensuite remboursé par le gouvernement. Je pense qu'effectivement, les constats ont été faits qu'aujourd'hui, malgré tout, ce montage PPP est quand même à la fois une nouveauté, hein. Beaucoup de gens s'y intéressent, surtout les gouvernements, en pensant, comme l'a dit Jean-François, de pouvoir accéder à de nouvelles sources de financement. On se rend compte encore aujourd'hui que dans beaucoup de pays, l'idée germe, mais qu'aujourd'hui, c'est quand même pas encore légion, avec tout ce qu'on a aujourd'hui, effectivement, décrit déjà, à travers essentiellement parfois un cadre réglementaire qui n'existe pas. Et effectivement, globalement, en face, pour résumer aussi, d'entreprises privées qui, elles, aujourd'hui, expérimentent aujourd'hui il y a encore des risques pays ou des risques de clients et de collectivités. Donc tout ça nécessite effectivement que pour mettre en place un projet, on va dire un PPisable, si on peut l'appeler comme ça, on montre effectivement assez classiquement qu'il faut derrière que le projet soit quand même bien monté, d'où l'historique de ce projet qu'on mène en Ouganda avec derrière tout un accompagnement qu'on a fait depuis 3 ans, qui a permis pour l'instant, entre autres, à 3 collectivités de villes secondaires que sont NTB, Mukono et Jinja, de faire tout ce travail aujourd'hui d'une expérimentation à travers un plan lumière qui a été mis en place, à travers l'installation de nouvelles technologies pour montrer aussi leur soutenabilité et surtout la mise en place d'un contrat de performance qui nous permet, à partir de cette fin d'année-là, de responsabiliser aussi les collectivités et de montrer vraiment si vraiment l'engagement qu'elles prennent de payer pour un contrat de performance, puisque tout l'investissement a été porté via le gouvernement français, voir effectivement cet engagement, entre guillemets, de résultat versus le paiement au moins des coûts de maintenance est un schéma aujourd'hui qui est viable. Donc, on est en plein dans l'expérimentation et on espère effectivement que grâce à ce projet-là, on va pouvoir aujourd'hui voir un peu quand même les failles malgré tout et mettre en place des dispositifs plus adaptés. Je vais passer effectivement, encore une fois, sur après les détails sur l'inconvénient de ces mécanismes-là. Jean-François aussi a rappelé effectivement, bien sûr, les avantages qu'on a aussi dans l'éclairage public à travers ce mécanisme-là de PPP. Je vais essayer effectivement de pouvoir me focaliser surtout sur ce qui va se passer effectivement en Ouganda. Comme je vous l'ai dit, effectivement, on a essayé pour l'instant à travers tout ce projet pilote, de préparer effectivement tout un plan de route. Et on voit aujourd'hui qu'en fin de compte, pour qu'un projet, encore une fois, soit bancable, et la démarche qu'on a eue, c'est maintenant d'organiser en janvier prochain un workshop de capitalisation de tout ce qu'on a fait. On voit effectivement que différentes briques sont quand même nécessaires et que ce travail aujourd'hui de rendre un projet viable, même si le besoin est réel, avec aussi des besoins de quantité importante, on voit que toute la phase préparation est fondamentale. Donc aujourd'hui, ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est aussi une méthodologie de travail qui, à travers ces différents leviers qu'on voit ici, est un peu le parcours aussi qu'on essaie de mettre en place à travers, pour le résumer, à la fois une mobilisation politique comme nécessaire, à la fois au niveau des collectivités, que ce soit à tous les échelons d'une collectivité, le maire bien sûr, mais ses services techniques également. Et tout ça remonte aujourd'hui encore à un niveau national, puisque ce qui fait autorité pour porter les financements, ça reste effectivement essentiellement les ministères des Finances de ces pays-là. Donc, il faut les embarquer dans ces projets dès le début, comme on l'a fait. Ensuite, effectivement, il y a un renforcement des compétences pour que, même si on parle de complexité technique, de contrat, il y a aussi la technologie qu'il faut quand même maîtriser. Donc, ce dossier et ce projet qu'on a mené avait comme vertu de pouvoir former les équipes techniques à ces nouvelles technologies d'éclairage, entre autres solaire. Et effectivement, après, essayer de réfléchir à un modèle financier avec aujourd'hui
cette vision assez singulière de dire qu'aujourd'hui, on a montré que l'éclairage public solaire, entre autres, était aujourd'hui une solution compétitive par rapport à ce qui existait traditionnellement. Mais le montage financier qu'on est en train d'élaborer et de tester, c'est bien un financement de type, pour l'instant, hybride, avant d'arriver à un financement pur PPP. Hybride au sens aujourd'hui où le financement, on n'envisage pas encore en Ouganda de faire porter un financement 100% par les privés, parce qu'encore une fois, on n'a pas expérimenté encore ce dispositif-là. Donc, dans les mois à venir, on aura ce retour d'expérience. Mais pour l'instant, effectivement, ce qui est prévu, c'est pouvoir faire une mobilisation d'un instrument financier avec un mix de financement à la fois sur une partie dette via des bailleurs, une contribution des collectivités plus directement, au moins en se disant, vous, il faut que vous puissiez payer la maintenance de l'éclairage public sur vos fonds propres qui représentent des investissements très modestes, d'où l'intérêt de la technologie solaire aujourd'hui qui est essentiellement un investissement de matériel en début de projet. Donc, il y a tout effectivement un montage, un accompagnement aujourd'hui qu'on a mis en place, qu'on va tester sur un aspect réplicabilité maintenant sur une vingtaine de villes en Ouganda, en espérant bien sûr que cette méthodologie-là aussi devienne entre guillemets un peu un référentiel. Mais en conclusion, c'est sûr que ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'en fin de compte, pour monter un PPP, même si vous avez une bonne solution, des bons partenaires, il y a quand même tout un travail en amont qu'il faut faire. Ce travail-là, ça demande du temps. Nous, même si on a eu bien sûr un impact de Covid sur le projet, ça a mis au moins 2 ans. Donc la question effectivement à poser, c'est quand même à travers notre expérience, comment aujourd'hui on va pouvoir encore une fois simplifier aussi ce processus-là, mais effectivement mettre en place une sorte de référentiel pour que ce travail soit fait de manière propre et encore une fois qui rassurera in fine à la fois les gouvernements ou les collectivités, les bailleurs et les investisseurs privés. Pour autant, en conclusion, mais je n'ai pas encore la réponse, on espère aussi qu'à travers le projet, ce scale-up qu'on est en train d'élaborer, on trouve aussi un instrument financier. On a évoqué maintenant un instrument tout à l'heure de l'AFD qui est une sorte effectivement de sécurité pour les collectivités de risque de non-paiement. On va nous-mêmes expérimenter, pas en termes d'outils AFD, mais on va expérimenter dans les mois à venir le risque collectivité au niveau du non-paiement. Mais effectivement, là, la mise en place après d'un outil de financement capable effectivement de pouvoir former ces équipes projets, accompagner les collectivités pour faire mûrir encore plus ces projets, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, les collectivités n'ont généralement ni le temps ni les compétences pour faire ce travail en amont préparatoire. Voilà, j'ai dépassé un petit peu mon temps, mais bien sûr, je serai ravi de répondre à vos questions et poursuivre les discussions, puisqu'en conclusion, c'est une invitation à vous tous de suivre le projet. Vous aurez mes coordonnées et effectivement, on aura tout intérêt et le plaisir de vous continuer à partager dans les mois à venir les résultats encore plus tangibles de ce projet. Merci beaucoup, Stéphane, pour ton intervention, qui est une illustration très complémentaire de celle faite par Madame Dauget, qui vient aussi démontrer comment, par le test à l'échelle du pilote, on peut aussi, ça peut aider à structurer et à dérisquer un PPP. Nous, ce qu'on dit aussi particulièrement, c'est que par le pilote, ça permet de, s'assurer qu'il y a un portage politique par la collectivité locale, que le maire ou son exécutif porte la solution qui a été faite, ce qui est vraiment important pour s'engager sur la durée avec un partenaire privé. 2, qu'on puisse tester en situation réelle les conditions de la solution technologique, le modèle économique, technique et financier du projet qui est testé à petite échelle. Et 3, de voir aussi quels sont les coûts de maintenance, ce que tu appelais dans ton PowerPoint les OPEX. On a souvent une facilité à analyser quels sont les coûts d'investissement, les CAPEX, mais les coûts de maintenance, donc les OPEX, sont beaucoup plus difficiles aussi à projeter dans le cadre d'un PPP, notamment dans des villes africaines. Et le fait de le tester à petite échelle sur une temporalité de 12 mois, 18 mois, permet aussi de bien s'assurer que le modèle économique qui va être développé
qui est tout aussi important que le modèle juridique ou de gouvernance, puisse tenir la route et puisse rassurer l'investisseur dans le plus long terme. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles nous, on est convaincus de la nécessité, et c'est vraiment intéressant d'avoir des acteurs comme toi, Stéphane, qui puissent aller faire le poisson pilote dans certaines géographies pour montrer que ces solutions sont possibles et sur tel modèle. Ça prend bien entendu du temps et ça demande des efforts importants. C'est tout l'intérêt aussi d'avoir le gouvernement français avec ses dispositifs FASEP qui permettent justement d'avoir cela, et qui, ce que nous on dit souvent, c'est qui donne le droit à l'échec. Autant avoir un échec sur 500 000 euros que sur 50 millions d'euros d'investissement, et que justement ces phases pilotes permettent de voir. Alors bien sûr, il faut quand même bien s'assurer que les choses soient réalistes, mais qu'on ait le droit à l'erreur et le droit à l'échec dans ces phases-là. Donc, merci beaucoup, Stéphane. Pour l'instant, on n'a pas relevé je te laisse regarder aussi dans le chat les questions qui sont adressées, mais pas qui vaille la peine de les relever à l'ensemble des participants. Et aux participants, n'hésitez pas aussi à poser vos questions dans le chat en vous adressant aux intervenants, donc que ce soit Madame Anne Doget qui va bientôt devoir partir, ou Stéphane Redon, et soit les intervenants répondre directement dans le chat ou on essaie de faire remonter ces questions-là. Merci encore, Stéphane. Je vous propose de continuer avec cette fois-ci un extrait d'une vidéo qu'on avait réalisée il y a quelques mois de Monsieur Thierry Déo, qui est le PDG fondateur de Meridiam, qui est une structure d'investissement dans le long terme sur les infrastructures et qui opère notamment en Afrique. Ils ont lancé un fonds sur la résilience urbaine en lien avec la ville durable en Afrique et en Europe, sur lequel le FMDV est également partenaire. Et il a partagé, mais de manière assez globale, sa vision sur pourquoi et comment les PPP aujourd'hui peuvent accompagner le financement de l'infrastructure en Afrique. Et donc c'est un extrait, on vous partagera le lien dans le chat pour vous inviter à voir l'ensemble de la vidéo, qui est extrêmement intéressante et très complémentaire aussi de ce que ont pu nous dire les premiers intervenants. This particular initiatives that we have with the Rockefeller Foundation and the UNCDF is really trying to address all the obstacles that I mentioned earlier. The first one is preparation of projects. Cities do need help on the technical side, but also the financial side to prepare projects. So we have a catalytic capital facility that is funded by donors, and this is where we need that sort of public sector relationship and blending capacity. And on the other end, you need obviously project management and developing skills to help the cities develop those projects. And you need some funds, and this is where the equity part of the fund comes in place, which is a mix of DFIs, donors, and private investors coming all together to have an efficient and cost-effective facility to provide equity to those projects, to de-risk those projects, but also to de-risk it in a way that being an investor in those projects will give a signal to the rest of the market that the project has been properly prepared, that is investable. And so you could de-risk projects in many ways. It's not all about shifting the risk, it's also about creating a signaling effect for the rest of the market to be interested in the city's project. At the end of the day, no project can actually be developed if there is not a shareholder and an equity partner that is actually carrying it through. And it's and I know the tradition, especially for city, has always been to go for city borrowing
and trying to execute this project. But that does mean that at the end of the day, the city keeps all the risk of the development and the success of the project, of the usage. And this is where the equity part can come, and private and other public partners can come into place to support part of that risk and to take that risk and actually lead the development of the project. I mean, in Meridiam, we use blending everywhere we can because we find that this public-private relationship can solve quite a number of issues. I mean, one of our very famous example was this Turkish hospital, Elazig, where we've used the strength of EBRD and MEGA to be able to raise bonds that are actually green bonds to develop this hospital. So the equity was brought by Meridiam and its local partner, and the debt was actually enhanced and upgraded, if you want, with the EBRD facility and the cover from MEGA. And this is a bond which is still rated BBB in Turkey, which is no longer investment grade. I think the first thing is to have a clear set of priorities, because it's always very difficult for the public sector to sort out between priorities because you're trying to please every voter. A clear set of priorities and a clear set of ways to measure the impact of those policies. So if you decide that, mobility and giving access to clean and affordable mobility is your key priority, keep that as your priority, but don't try to do 5 different things at the same time. And I think investors like the sort of focus. It could be 1, 2, 3, but you can't have 10 priorities. So, I mean, we know that 10 priorities is no priorities. Then having clear goals in terms of what we're trying to achieve as an impact. And I think that's fundamental then to mobilize help to design and to prepare the projects. And obviously in a way that is palatable to investors. So it's transparency, clarity, and also the ability to mobilize, but investors can do that themselves. The community of the development community, if you want, around that. Voilà, merci. C'était une vidéo qu'on voulait vous partager pour compléter également la vision d'un investisseur privé, donc Meridiam, avec qui le FMDV, pour lequel le FMDV contribue sur le fonds TURF, que mentionnait Monsieur Déo. Et ce qui est vraiment intéressant pour le vivre de l'intérieur, c'est que à travers ce fonds, un investisseur privé comme Meridiam peut se mettre autour d'une table avec une ville, un ministère ou un groupement de villes, écouter et prioriser les besoins en termes d'infrastructures et de services, leur dire, voilà, nous, là-dessus, on a les capacités de vous accompagner sur les déchets, le transport, l'efficacité énergétique, donc de définir les priorités, comme il disait, et ensuite d'organiser le montage et la structuration financière avec l'apport en capital apporté par un fonds comme Meridiam, mais aussi d'aller chercher ce qu'il appelle du blending finance, aller chercher des fonds publics, de partenaires publics comme l'AFD, la BERD, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Ils travaillent beaucoup avec Proparco, parfois avec la Commission européenne. Donc, ils vont aller structurer le financement pour permettre d'organiser à la fois la solution technologique qui va devenir le fondamental du projet, mais également d'organiser l'ingénierie financière qui va permettre de rendre le projet viable. Et donc, au-delà d'un investisseur, ce type d'acteurs deviennent aussi des développeurs du projet
Et ensuite, comme il le disait, d'aller accompagner à la gestion du projet. Donc, il continue sur une durée de 20-25 ans à accompagner la mise en œuvre et la maintenance de l'infrastructure ou du service en participant à la vie même du projet. Et donc, on passe vraiment d'un stade d'investissement à un stade de développeur et d'opérateur de projet. Et ça, je pense que cette innovation assez unique chez Meridiam et certains fonds d'investissement qui se positionnent sur la ville fait qu'on arrivera à avoir certains leviers qui permettraient de mobiliser les investissements nécessaires, comme je disais en introduction, qui sont très importants. Donc voilà, c'est pour ça qu'on voulait vous présenter ça également, cette vidéo, pour témoigner d'un autre point de vue en complément des premiers intervenants. Et je propose de continuer du coup les prises de parole avec la dernière prise de parole par Monsieur Kamal Adjaï, qui est le maire de Lomé Golfe 3 au Togo, qui est vice-président du FMDV, et qui, je vous demanderai en 8-10 minutes nous faire un peu un retour aussi de ce que vous avez entendu dans la session, d'un point de vue d'un maire, et comment vous vivez ça au quotidien, ces besoins de mobiliser des financements, et comment vous percevez le secteur privé et les investissements privés dans votre logique de mobilisation des financements, mais également comment vous œuvrez pour votre ville et dans la région et plus largement en Afrique à tenter de faire connecter les différentes sources de financement, et quelles sont selon vous les solutions qui permettraient vraiment d'agréger les différentes ressources, qu'elles soient publiques, privées, au bénéfice des collectivités locales. Monsieur le maire, je vous laisse sur ces différents points. Merci. Merci beaucoup, cher Jean-François. Merci à tous les participants. Je pense que beaucoup de choses ont été dites ici ce soir concernant la question du partenariat du PPP en Afrique et globalement dans le monde. Je voudrais juste rappeler qu'aujourd'hui, le PPP, pour nous, sur le continent africain, est non seulement perçu comme une opportunité, mais c'est quelque chose de très important dans un contexte de raréfaction de la dette et des capacités d'endettement très limitées des pays et des collectivités. Collectivités, n'en parlons même pas. Les pays, c'est déjà plus compliqué. Et cela confère aussi beaucoup d'avantages dans le sens que le contrat PPP permet dans un premier temps d'apporter une expertise nouvelle, ce qui a été cité ici, de l'innovation, à travers un opérateur qui sera à la clé, qui apportera un savoir-faire. Et dans un second temps, ça permet à nos collectivités de plus diversifier nos opportunités de financement et d'investissement, tout en s'assurant que le risque n'est pas porté forcément par l'institution publique, mais plutôt par un opérateur privé qui a à la charge de la gestion quotidienne du projet. Et c'est là où je vais en venir, parce que ce que j'ai cru entendre à travers les différentes interventions, c'est que nous sommes dans un schéma de PPP qui reste assez classique, où le collatéral est quand même supporté par l'institution publique, et c'est le public qui apporte un financement de départ et tout ce qui sert à la vie du projet. Aujourd'hui, nous sommes dans la logique plutôt de ce que disait M. Déo tout à l'heure dans sa vidéo, c'est d'apporter des ressources en equity qui serviront à l'amorçage d'un projet. Dans un premier temps, à l'amorçage d'un projet, et dans un second temps, qui permettront à l'institution publique d'avoir des parts, de l'equity dans le projet qui sera développé, et en s'assurant derrière que l'opérateur qui sera choisi aura la technicité et pourra garantir la bonne réussite de l'investissement qui sera fait. Et cela rassure les deux parties, parce que dans un premier temps, ça rassure nous, en tant qu'institution publique, que le peu d'argent que nous avons, nous le mettons à bon escient dans un projet qui est nécessaire, qui est susceptible de créer plus de valeur ajoutée, aussi pour l'investisseur que pour nous-mêmes. Et cela nous permet de satisfaire deux exigences. Nous avons compris que dans un contexte de raréfaction des ressources, nous pouvons aborder la question de développement des infrastructures publiques et sociaux, aussi par la question de l'économie de marché. L'économie de marché en mettant l'accent. Nous avons une zone où il y a un fort taux de chômage avec beaucoup de défis de développement.
En mettant les investissements à bon escient dans des PPP, ça nous permettra aussi derrière de créer des emplois. Et qui dit créer des emplois, dit améliorer les conditions de vie et générer plus de fiscalité pour les collectivités et pour les États. Donc, globalement, pour nous, on se dit qu'il faut aller vraiment dans un schéma de PPP qui permet à la fois d'investir un minimum possible, mais de permettre à l'investissement que nous mettons au départ de pouvoir générer un retour sur investissement conséquent pour dans le futur. Et cet investissement, ces retours sur investissements permettront aussi de s'orienter vers d'autres projets. Mais globalement aussi, je voudrais revenir et préciser sur ce point qui est la question de l'ingénierie du projet. Ça reste très essentiel. Aujourd'hui, il est essentiel, il est indispensable que les autorités et les acteurs publics soient celles qui prennent le risque d'amorçage d'un projet, de lancement des projets. Malheureusement, la raréfaction des ressources fait encore que nous sommes, et ça se justifie peut-être par le slide que vous avez présenté, Jean-François, en disant que les investissements privés sont de plus en plus rares en Afrique, parce que personne ne viendrait faire les études de développement, d'amorçage et de lancement des projets à notre place. Il faudrait que ce soit l'institution publique qui prenne le risque de départ en disant « nous voulons faire ce projet, nous conduisons les études techniques, nous développons le projet et derrière, nous mobilisons l'expertise d'un opérateur de gestion et l'expertise financière pour pouvoir aller vers la réalisation du projet. » Donc, globalement, il faut que toutes ces conditions soient réunies et cela se passera en mélangeant des outils de finance, comme l'a expliqué M. Déo tout à l'heure, à la fois des dons, des fonds d'amorçage et des investissements qui peuvent provenir aussi de d'autres fiscalités de l'État. Le PPP, dans un contexte global, reste encore principalement sur le continent ou en ce qui concerne la zone UEMOA, l'affaire des États, parce que nous travaillons encore aujourd'hui au niveau de l'État même à assainir un cadre juridique, un environnement juridique et technique favorable au PPP. C'est une question qui n'est pas encore maîtrisée par tous les gouvernements. Quand ça peut tenir, on peut le comprendre par rapport à la complexité des accords, parce que cela suscite d'aller vraiment loin dans les négociations, quoique cela se fait dans beaucoup de pays, mais ça reste encore à ses prémices. Au niveau des collectivités, moi j'ai l'habitude de dire si c'est difficile au niveau des États, n'imaginez pas qu'au niveau des collectivités, c'est encore plus facile. Mais cela est inévitable. Il faudrait que nous puissions aller dans ce sens. Et nous devons, c'est le cadre même du travail que nous faisons avec le FMDV, à faire asseoir un dialogue beaucoup plus structuré avec toutes les parties prenantes qui permettront d'avoir des outils et des mécanismes qui financent aussi, dans ce cadre de PPP, les collectivités. Je vais citer un exemple, par exemple, ce que nous faisons au niveau de l'UEMOA, puisque j'interviens aussi à l'UEMOA avec la BOAD. Nous sommes en train de travailler à mettre en place un outil financier qui permettrait de financer les collectivités. Mais justement, c'est très important pour nous d'associer cet outil financier à l'outil technique de développement de projets et de ramener des investisseurs, des opérateurs de gestion qui peuvent gérer les projets derrière et assurer la rentabilité de chaque projet. Nous avons l'intime conviction que tous les projets publics peuvent avoir un lien économique derrière. Quand on construit, j'aime bien prendre l'exemple des marchés, quand on construit un marché, ça génère des flux, ça crée une fiscalité locale derrière. Et tout ça pourra nous permettre de structurer vraiment les investissements économiques qui peuvent générer des flux de rentabilité. Et à travers ces flux de rentabilité et la fiscalité liée à ces investissements, nous pouvons, au niveau des collectivités, adresser maintenant les problèmes sociaux qui, pour la plupart, ne génèrent pas grand-chose normalement. Donc, voilà un peu l'état d'esprit dans lequel nous sommes sur la question des PPP et nous y travaillons d'arrache-pied pour que cela soit mieux compris de tous et approprié par toutes les parties prenantes. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu totalement à votre question, Jean-François, ou il y a des précisions à rajouter. Non, peut-être une question. Merci beaucoup, c'est très clair. Dans toutes vos actions aussi que vous menez de discussion avec des bailleurs de fonds, des investisseurs et autres, comment vous sentez leur appétit par rapport aux collectivités locales? Quels sont
les points d'attention qui vous font avoir, et surtout, comment eux perçoivent également le lien avec le privé. Parce que c'est quelque chose qui est toujours assez particulier pour des banques publiques de développement, de travailler, de faire confiance à un acteur privé particulièrement, et alors que, comme l'expliquait Madame Doget tout à l'heure, c'est aussi un rôle de dérisquer et de contribution à une transaction. Donc, est-ce que dans vos échanges, ils abordent ça de manière assez ouverte, et est-ce qu'il y a des tendances de réflexion là-dessus? Je vais répondre à votre question en vous citant un exemple qui m'a beaucoup réjoui récemment. C'est que pour la première fois, j'ai reçu en une semaine plusieurs banques commerciales qui sont venues démarcher auprès de ma municipalité des projets en disant: est-ce que vous avez des projets que nous pourrions regarder, nous voulons financer, nous voulons y aller. Et je pense que cela témoigne bien du travail qui est fait au niveau de l'UEMOA comme au niveau du FMDV avec aussi d'autres partenaires qui ne cesse de mener le plaidoyer sur la question de financement des villes. Et force de pousser, la BOAD, vous connaissez bien, on a participé à plusieurs réunions et events ensemble. Vous avez vu récemment, lors du dernier sommet Finance in Common, l'appétit de toutes les banques publiques de développement d'aller dans le sens du financement des collectivités. Mais tout cela reste encore et restera encore buté à la question de la garantie. Et pour résoudre cette question, il faudrait qu'il y ait un dialogue beaucoup plus cohérent entre les États et les collectivités. Mais en temps, ce dialogue reste relativement, comme j'ai l'habitude de le rappeler, des rapports de force entre ces institutions. En temps, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est pour ça qu'il faut aller vers les produits plus structurants comme le PPP. Aujourd'hui, quand vous avez un produit, vous arrivez à mettre en place un contrat PPP où une collectivité apporte peut-être à travers son budget un investissement de départ en disant: moi, j'investis 50 millions, je prends un exemple, 50 millions d'euros, peut-être conséquent, je reviens en francs CFA, 1 milliard de francs CFA cette année dans un projet qui servira à développer le projet, à lancer le projet. Et c'est ma participation peut-être à hauteur de 20-30% dans le projet. Et derrière, quand un opérateur peut se positionner en disant: moi, j'ai le savoir-faire dans ce secteur. Je sais qu'en développant, en construisant un marché, en apportant une technicité qui permet de mieux gérer le marché, je peux augmenter la rentabilité du marché, je peux permettre d'avoir un bon retour sur investissement. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Aucun État là, on n'attend plus de garantie de l'État parce qu'on a confiance même au projet. Et c'est pour ça qu'il est très important que nous puissions nous orienter vers les projets d'investissement dans un premier temps. C'est peut-être très en déphasage avec un discours politique, avec un agenda très limité de 5-6 ans qui voudrait que nous puissions satisfaire au maximum la population avant d'aller vers de projets qui peuvent durer aussi des décennies, des vingtaines d'années. Mais c'est un choix assumé en disant: nous faisons les choses aujourd'hui pour l'avenir. Nous construisons les collectivités sur 20, sur 30, sur 50 ans en faisant le choix des investissements aujourd'hui qui peuvent générer des ressources, des rentabilités sur le long terme. Et cela permettra même de renforcer la structure de nos budgets et nous permettra d'adresser des problèmes dans d'autres années à venir. Donc, pour résumer, il faut vraiment trouver, le PPP reste une opportunité dans un contexte où la question de la garantie ou la question du collatéral au niveau de l'État reste encore un défi majeur. Donc, la ferme conviction, c'est d'aller vraiment vers les projets, de croire en la capacité des projets à s'auto-garantir, à s'auto-financer, pas à s'auto-financer, à s'auto-garantir, mais à générer des ressources sur investissement sur le long terme. Merci beaucoup. Et je rebondis aussi sur un point que vous avez abordé tout à l'heure, sur l'ingénierie financière. Et ça, vous avez présenté une slide qui démontrait que quand 100% des élus locaux peuvent prioriser et présenter des projets sur leur territoire, l'ingénierie nécessaire pour formuler et préparer le projet pour qu'il puisse être analysé par des partenaires extérieurs est vraiment quelque chose de fondamental, parce que quand le travail n'est pas fait à ce niveau-là, ça veut dire que 80% des projets ne passeront pas ce stade-là. Et ça demande de l'ingénierie financière, de l'ingénierie technique, ça demande toute une assistance technique importante
auprès du porteur de projet. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de facilités et de dispositifs d'aide à la préparation de projets qui sont proposés. On l'a vu lors du dernier webinaire avec la majorité des banques publiques de développement qui a cette capacité d'accompagner la formulation de projet. Mais c'est quelque chose qui est important. Est-ce que vous disiez juste sur la fin, en disant qu'il faut que les maires prennent conscience qu'on s'engage sur le long terme, sur 25-30 ans, il ne faut pas se précipiter justement à vouloir faire sortir de terre des projets dans le court terme par rapport à des vues électoralistes et de mandats. Et vous le disiez très bien, il faut prendre le temps de se projeter. Et c'est cette projection qui, justement, doit intégrer une complexité, notamment sur les PPP, qui demande vraiment de travailler et d'investir sur la préparation, la formulation de projets. Mais sachez qu'il y a beaucoup de dispositifs qui aident à cela et qui sont, par exemple, l'AFD qui a le CICLIA, la Banque européenne d'investissement qui a le Gap Fund. Et ce sont des outils qui sont à disposition des élus locaux pour le faire, avec aussi une complexité. Et vous le savez, monsieur le maire, pour aller justement, les mobiliser. J'allais apporter justement mon critique par rapport à cette complexité. Aujourd'hui, il faudrait réussir à comprendre l'environnement de chaque région du monde. Ces projets ou ces outils ont peut-être été designés sur le concept ou ce qui marche dans une région, mais pas forcément dans toutes les autres régions du monde. C'est pour ça, nous, au niveau de l'UEMOA, nous nous organisons avec la BOAD, en poussant la BOAD aussi à créer un pôle de développement de projets, d'accompagnement, de maturation de projets au niveau des collectivités et aussi globalement au niveau de tous les porteurs de projets. Il faut comprendre que le banquier ou la banque, l'institution financière a besoin des opportunités d'investissement. Comme nous aussi, nous avons besoin de trouver des ressources financières quelque part pour pouvoir réaliser nos projets. Donc ça, on doit pouvoir matcher à un moment donné en se mettant d'accord en disant il faut créer, il faut mettre de l'argent, même si c'est des dons, même si c'est des ressources de blending finance, je ne sais pas, de climatique, il faut pouvoir mobiliser les ressources pour pouvoir permettre la maturation et le développement de projets. Et une fois que ces projets sont bien structurés, ces projets sont bancables, les coûts de développement peuvent être intégrés aux coûts de réalisation et qui peuvent apporter aussi derrière une plus-value à l'entité qui finance. Donc, c'est dans cette logique, dans ce plaidoyer que nous sommes au quotidien. C'est un exemple également par rapport à Meridiam dont on a entendu tout à l'heure. Eux, dans leur fonds sur les villes, ce que disait M. Déo, c'est qu'ils ont un fonds catalytique qui est en fait un fonds sur lequel ils peuvent se permettre d'investir, de préinvestir sur le développement du projet. Si ça marche, ils se remboursent sur l'investissement, mais si ça ne marche pas, c'est un risque qu'eux-mêmes prennent. Et c'est vraiment intéressant qu'on voit qu'aujourd'hui, un opérateur privé ait intégré le fait de prendre ce risque de développement au bénéfice, je dirais, de la collectivité publique. Si ça marche et que l'investissement de plusieurs millions, dizaines de millions est fait, ils vont se rembourser le préinvestissement fait sur les études techniques et l'ingénierie. Mais si ça ne se fait pas et que le projet ne sorte pas de terre, c'est au coût et au risque du partenaire privé uniquement. Donc, on voit que les lignes bougent et qu'ils sont conscients aussi de ces besoins de proposer ce type de service. Je voudrais poser une question aussi à Stéphane Redon en tant que développeur de projet. Quand un élu local ou une collectivité locale vient vous voir en disant j'ai un projet d'éclairage public, j'ai un projet de gestion des déchets ménagers ou d'efficacité énergétique, c'est quoi les premières questions que vous lui posez pour faire un peu votre checklist sur est-ce que ce projet peut être viable, réalisable, et est-ce que je vais plus loin avec lui ou est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment mature encore pour que je réponde à ses besoins? Excellente question. Comme moi, là, j'ai un tropisme très technique.
C'est vrai que parfois, j'essaie de voir comment quand même la collectivité, si elle s'intéresse à un secteur d'activité, elle a pu quand même avoir développé son nombre de compétences quand même techniques par rapport à ça. Parce qu'effectivement, dès qu'on voit qu'on travaille sur la thématique qui intègre un composant technologique, il faut quand même que les équipes aussi de la municipalité soient à l'aise là-dedans et soient en capacité aussi de porter ce projet-là en ayant une compétence technique. Donc là, je vois ça. Après, effectivement, deuxième capitalisation, je crois qu'on a évoqué, ce qui est peut-être le plus dur pour nous pour l'instant, c'est justement décorréler cet agenda politique d'un agenda aujourd'hui d'investissement. Donc malheureusement, quand je vais voir une ville, on a souvent une accélération de la volonté de faire des projets en début de mandat qui décélère au fur et à mesure que le mandat avance. Parce qu'on comprend effectivement que derrière, après, si le projet, en gros, n'est pas réalisé dans le cœur du mandat, il a moins d'impact. Donc là, malheureusement, effectivement, je n'ai pas de réponse à apporter, mais c'est quand même, il est important malgré tout d'essayer de voir comment ce sujet-là dépasse encore une fois simplement ce mandat électoral et comment aujourd'hui, au moins, alors, le projet d'infrastructure sur lequel on travaille doit s'inscrire sur une réflexion qu'a la collectivité qui parfois trouve un écho dans son plan de développement ou son SDO, donc son schéma de développement urbain. C'est là où déjà on voit aujourd'hui si le projet est pas une opportunité, mais effectivement un sujet structurant qui est travaillé depuis des années, impliquant effectivement à la fois les opérationnels que sont les équipes de planification. Et quelque part, on voit là aussi que voilà, si ce projet s'ancre dans un plan de développement à long terme, il est aussi connu du gouvernement central. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi des discussions un peu préalables qui ont été faites sur la recherche d'outils de financement. Donc, en résumé, on va dire que quand on est sollicité nous, sur des projets, on essaie de gratter un peu pour voir aujourd'hui si vraiment le projet s'inscrit dans une dynamique de long terme et si un travail préparatoire minimum a été fait, plutôt qu'aujourd'hui de se dire qu'effectivement, à travers l'effet d'aubaine que peut parfois représenter ces accompagnements de projets qui apportent compétences techniques et financières, on apporte en fin de compte tout sur un plateau d'argent, mais là, on voit que l'implication est beaucoup moins importante et qu'effectivement, là, on peut malheureusement être pris par le biais de l'opportunité, on va dire, politique que peut représenter un tel projet. Merci, merci Stéphane là-dessus. Peut-être une question corrélée à Monsieur le maire, si vous êtes toujours là. Est-ce que, comment vous voyez l'approche justement de démontrer des projets pilotes à petite échelle, comme l'a présenté Monsieur Redon? Est-ce que, de votre point de vue, ce sont des choses réalistes et qui permettent vraiment de démontrer la faisabilité d'un projet, ou est-ce que dans le contexte de votre commune, parce que c'est des choses qui marchent très bien ailleurs et qui a été beaucoup repris notamment en Europe, en Asie, etc. Mais de votre point de vue du contexte, comme vous le disiez, l'importance de se mettre dans le contexte régional, est-ce que dans la commune de Lomé, Golfe 3, partir sur des démonstrateurs en PPP en fonction des compétences que vous avez, c'est quelque chose de réaliste ou pas? Parce que c'est vrai que quand on parle des démonstrateurs, c'est bien quand on parle d'éclairage public, d'une partie de gestion des déchets, mais quand on parle de transport et d'autres secteurs un peu plus structurants, tout de suite, c'est compliqué à démontrer des petites échelles. Donc, comment vous voyez les choses? Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion, vous, de démontrer à des investisseurs qu'un projet est viable dans votre territoire en faisant de la démonstration à petite échelle? Merci. Nous l'avions déjà fait. Et comme je disais tout à l'heure, pour la majorité des collectivités, je prends le cas du Togo et aussi d'autres pays de la sous-région, les charges, les ressources budgétaires ne suffisent pas forcément pour travailler et penser aux investissements. Aujourd'hui, quand vous avez une structuration du budget, vous avez plus de 90% de votre budget, voire 95% qui rentrent directement en charge de fonctionnement. Donc, c'est l'opérationnel. Vous avez quasiment 5% ou des fois plutôt pas que vous n'arrivez pas à mobiliser pour assurer les investissements. Donc, la seule solution qui s'offre à vous, c'est d'aller vers les PPP. Depuis que je suis à la tête de la mairie du Golfe 3, nous avons essayé pas mal de projets où nous avons ramené des opérateurs locaux d'ailleurs,
sur des projets privés en mobilisant des ressources et ils ont supporté le risque de contrepartie directement en s'endettant auprès de leur banque. Aujourd'hui, ce sont des choses qui marchent bien et nous pouvons toujours aller dans ce sens. Mais j'insiste sur ce que je disais tout à l'heure en disant qu'il faut totalement décorréler l'agenda politique de l'agenda des investissements. Et ça, c'est dans un contexte beaucoup plus large. Je parle là, je vous donne des exemples des projets mineurs, mais si je veux aller sur un projet qui, dans le temps de préparation, déjà c'est de 2 à 3 ans, pour sécuriser les investissements derrière et lancer la mise en œuvre du projet, ça peut être beaucoup plus complexe. Donc, il nous faut renforcer la structure même de l'administration communale en disant le maire ou le conseil municipal peut changer, mais derrière, il y a une administration qui est au fait des projets et qui continue par fonctionner. Et cela doit être fait parallèlement avec le travail qui se fait avec les opérateurs de gestion des projets et les bailleurs financiers. Au niveau du Togo, c'est encore à ses prémices. C'est pour ça que nous avons choisi de mutualiser les forces au niveau régional avec la BOAD, comme je l'avais mentionné, puisque le financement en matière de génération de projets sera apporté par la BOAD, l'institution financière. Donc, on a choisi de passer par eux et de montrer aussi dans la sous-région que cela est possible. Sous d'autres cieux, je pense que la Côte d'Ivoire, cela marche déjà très bien. Donc, nous essayons aussi d'échanger les bonnes manières entre nos pays et essayer de montrer au gouvernement que nous pouvons aussi résoudre les questions de développement à leur côté, mais en mettant plus en œuvre les PPP, ce qui soulage aussi la dette publique du pays, puisque désormais, on ne nous fera pas grief de contribuer en s'endettant auprès des banques commerciales ou des banques publiques de développement. Alors ça, c'est un sujet très important. Stéphane, je vais te donner la parole après, mais je voulais juste rebondir sur ça. C'est vrai que l'avantage et l'intérêt perçu par le public, qu'il soit au niveau national ou local, sur la question du financement, et que ça ne pèse pas sur la dette générale du pays. Et par exemple, aujourd'hui, le Ghana est en situation dite de surendettement et il y a une clause dite de Lagarde donnée par le Fonds monétaire international qui recommande de ne plus faire de prêts au Ghana le temps que le Ghana retrouve un seuil d'endettement suffisamment bon. Du coup, les autorités ghanéennes, en lien avec les grands bailleurs de fonds, sont en train de regarder comment non plus aller tendre vers de la dette, mais tendre pour attirer des investisseurs privés pour financer les infrastructures et les services, parce que c'est compté en dehors de la dette nationale. Ce qui, en fait, n'est qu'un jeu d'écriture, parce que souvent, l'État qui engage un PPP avec un partenaire public-privé s'engage à payer un loyer ou une redevance au partenaire privé sur 25 ans, ce qui équivaut globalement à une dette, sauf que ce n'est pas comptabilisé comme ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose aussi qui est intéressant dans le cadre de la situation d'endettement de beaucoup de pays et de collectivités en Afrique, et qui permet justement de trouver une solution alternative à cette dette qui, en plus, considère la solvabilité même de l'autorité publique, alors que quand on parle de PPP, ce n'est pas la solvabilité du partenaire public qu'on va regarder en premier, mais plutôt la solvabilité même du projet. Et une ville peut avoir un projet tout à fait solvable si sa solvabilité à elle-même, sa solidité financière, on va dire, n'est pas suffisamment solide pour faire un emprunt. Monsieur le maire, est-ce que je donne la parole à Stéphane avant ou c'est juste une réaction d'abord à chaud? Je voudrais juste renchérir sur la question du PPP. La question du PPP en disant l'État qui s'endette, qui s'engage dans un contrat de PPP avec une institution devra repayer sur un délai de 25 ans. Je pense que vous aviez dit quelque chose comme ça tout à l'heure. Justement, je voulais insister sur ce point parce que c'est la logique du PPP que je ne trouve pas favorable au développement des pays. Moi, je pense plutôt qu'une logique du PPP où l'État qui apporte une mise de départ en termes de private equity ou d'actions favorisera plus le développement de beaucoup de projets derrière et impulsera plus de développement. Pour revenir sur un plan purement technique, si on prend 10, 20 projets,
l'État qui a 10 milliards en disant je diversifie, je mets 500 millions dans chaque projet en prenant des participations et je crée des conditions pour que ces projets réussissent. Demain, au bout de 10 ans, de 20 ans, on peut facilement dire ça fait, je dis une bêtise, on peut facilement dire ça fait 20 milliards, 30 milliards de retour sur investissement. Et cet argent peut servir d'une partie à gérer les charges de l'État et derrière aussi aller vers d'autres sources d'investissement. Donc, il faudrait qu'on réoriente la logique du PPP en disant, on contractera un PPP avec un prestataire, on s'engage à ce que si le projet réussit ou le projet ne réussit pas, l'État va concéder un loyer sur une période donnée. Prenons le PPP plutôt comme un modèle d'investissement conjoint que nous faisons ensemble. Nous prenons les risques de contrepartie en disant ce que nous mettons dans le projet. Si ça réussit, tant mieux, on aura gagné de l'argent. Si ça ne réussit pas, on perd de l'argent. Le risque d'investissement plutôt, si ça réussit, on gagne de l'argent. Si ça ne réussit pas, on perd de l'argent. Et cette approche doit être la même chose pour l'opérateur de gestion qui apporte sa technicité et mobilise derrière le financement. Donc, je pense que si c'est structuré de cette manière, on gagnera beaucoup plus. Et cela appelle à une co-responsabilité de toutes les parties prenantes. L'opérateur qui gère le projet gérerait un bon père de famille en se disant « j'ai tout intérêt à ce que cela réussisse ». Et l'État, de son côté, jouera sa partition parce qu'il a tout intérêt à ce que le projet réussisse pour créer beaucoup plus de valeur ajoutée et permettre de récupérer sa mise de départ. Donc, je voulais juste insister sur ce point. Merci. Merci, très, très pertinent. Merci comme toujours. Merci, monsieur le maire. Stéphane, tu voulais réagir tout à l'heure également? Qu'est-ce que je voulais dire? Quitte à revenir en arrière de ce qu'on a dit. Non, c'était juste pour refaire un complément et peut-être rebondir sur quelque chose qui paraît évident, mais tout à l'heure, on a évoqué effectivement que entre guillemets, la compétence aussi au niveau des villes est nécessaire pour pouvoir monter ces projets-là. Nous, ce qu'on essaie de faire, parce qu'on constate que, en théorie, c'est peut-être possible, en pratique, aujourd'hui, les collectivités, même parfois des grandes villes, nous, on travaille sur des villes qui font au moins de 100 000 habitants, et on se rend compte effectivement que la capacité, on va dire, humaine et financière des collectivités est très limitée. Et ce qu'on essaie de mettre en place, en tout cas en Ouganda, c'est de se dire, plutôt que faire une approche au niveau des collectivités, c'est bien d'avoir une approche mutualisée en disant aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut, c'est développer quelque part des outils, des mécanismes qui, d'une manière ou d'une autre, c'est un peu comme une forme de guichet. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de faire monter en compétence aussi à l'échelon national les représentants des collectivités, que sont les ministères souvent des collectivités, où là, je note, je pressens aujourd'hui que ces ministères-là n'ont peut-être pas encore pris la mesure de ce rôle-là, de pouvoir vraiment d'être un acteur au service de ces collectivités-là, pour justement, on disait que les équipes peuvent tourner, les maires peuvent tourner, mais si aujourd'hui il y a bien une autorité qui normalement doit dépasser ce cadre, entre guillemets, calendrier électoral, c'est bien des ministères de tutelle de ces collectivités. Donc nous, on appelle à nos voeux effectivement que dans ces projets conformes, on essaie de faire se mobiliser cet échelon national représentant les collectivités, parce que c'est elles, d'une manière ou d'une autre, qui portent à la fois la mémoire de ces projets et une forme de mutualisation pour que derrière, si un dossier est élaboré à droite, si le mécanisme est mis en place, et encore une fois, j'aime cette idée de mettre en place un guichet, tout ça sera beaucoup plus simple à apporter d'abord au niveau d'autres collectivités, on perdra beaucoup moins de temps, et l'effet, encore une fois, de volume que peut représenter une forme de pooling de projets est aussi quelque chose qu'on aimerait nous tester pour que derrière aussi ça rassure, entre guillemets, des investisseurs ou des bailleurs, à dire qu'aujourd'hui, malheureusement, ils préfèrent aussi parfois gérer un gros projet que gérer 100 projets moyens. Et c'est ça aussi qui est un peu parfois dommageable, c'est qu'effectivement, on ne peut pas forcément toujours monter des PPP de centaines de millions d'euros. Il y a parfois des infrastructures qui sont moins chères que ça et qui ne sont pas leur taille nécessairement adaptées au PPP. Mais encore une fois, est-ce qu'un mécanisme de pooling de projets, donc de mutualisation, n'est pas quelque chose qui serait intéressant dans l'effet d'échelle pour gagner du temps, réduire les coûts et gagner en efficacité? Tout à fait. C'est des vraies questions qui sont portées aussi au niveau global par les partenaires techniques et financiers publics. C'est de voir comment créer des intermédiations qui permettent de regrouper et de gérer de manière professionnelle un portefeuille de projets de villes de taille moyenne. Et donc, ouais, ce sont des questions qui sont
analysé actuellement avec bien sûr des pour et des contre, mais en tout cas, c'est effectivement une voie qui est explorée, notamment sur les collectivités africaines. Une question intéressante, c'est que je vous la lis. Financer les projets des collectivités en PPP est primordial quand on sait, même dans nos pays, l'État n'est pas en mesure de résoudre toutes les questions de développement. Mais comment garantir le remboursement pour attirer plus le secteur privé local? Alors, il y a plusieurs manières de lire la question, mais en tout cas, pour la garantie du remboursement, elle se fait de manière contractuelle. C'est-à-dire que un exemple très concret, et Stéphane, tu me compléteras là-dessus parce que tu es plus spécialisé que moi, c'est que par exemple, sur l'éclairage public, quand un maire veut renouveler son système d'éclairage public, dans l'analyse du coût actuel du service, le partenaire va regarder combien la collectivité débourse pour permettre à son système d'éclairage public d'opérer et d'être maintenu. Et ils vont organiser la structuration financière du nouveau projet qui va permettre d'améliorer le service et de l'étendre. Et le remboursement peut se faire sur la base de ce que coûte actuellement le service à la collectivité. Et comme ça, de dire, votre redevance, elle ne va pas coûter plus cher que ce que vous payez actuellement, ou un peu plus, mais elle va aussi se rembourser sur la base de l'efficacité plus importante du service, et notamment quand on parle d'éclairage public, une consommation énergétique plus faible qui va permettre de payer moins de coûts. Et donc, c'est ces compensations qui vont faire le modèle économique et qui va permettre de manière contractuelle de s'engager, de demander à la collectivité locale publique de s'engager sur un remboursement. Donc ça, c'est comme ça que ça se fait. Après, la garantie que ça se fasse, c'est tout ce que disait Madame la représentante de l'AFD au départ, c'est comment garantir ça. Et il faut qu'il y ait des mécanismes portés par des partenaires financiers si jamais il y a un défaut de remboursement de la collectivité locale pour X raisons. Donc, la garantie doit se faire aussi de manière par un instrument de garantie. Mais en tout cas, souvent, le niveau de paiement des loyers du public au privé se fait en fonction de ce qu'ils font déjà et que ce ne soit pas un nouveau coût supplémentaire. Je confirme à François qu'effectivement, c'est une donnée fondamentale que j'aurais dû appuyer. C'est vrai que ce qu'on appelle parfois dans d'autres modèles économiques, la capacité de paiement, c'est fondamental aussi pour dimensionner un projet. Donc nous, sur les projets d'éclairage, on commence d'abord à faire un diagnostic. D'abord, ça pose effectivement bien le contexte et voir quelles sont les problématiques qui ne sont pas forcément non plus que financière, elle peut être effectivement à la fois politique, parce qu'encore une fois, il y a des endroits où derrière c'est mal éclairé, il y a une grogne, on va dire, sociale qui se met en place, il y a des sujets qui sont plutôt d'ordre technique, facilement résolvables, et effectivement, les bons projets aujourd'hui, même s'il y a une certaine forme de schizophrénie parfois dans l'approche des collectivités, c'est de dire qu'elles ont des enjeux qui ne sont pas forcément tous compatibles, mais elles ont généralement, on va dire, déjà un budget consacré à l'éclairage public. Donc la démarche qu'on essaie de faire, c'est bien de se dire aujourd'hui, si ça vous payez ça aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêt demain à dire qu'à ISOCO, à minimum, vous allez donc augmenter la qualité de service que vous avez, parce que le constat après, c'est souvent aussi de dire qu'ils payent pour un service qu'ils n'ont même pas, et des factures donc qui commencent à s'accumuler parce qu'il y a maintenant, pareil, vis-à-vis de l'opérateur local, parfois historique, c'est-à-dire on leur présente des factures d'éclairage et ils savent que les éclairages sont en panne, donc les collectivités disent pourquoi je paierais pour un service qui n'existe pas. Donc il y a à la fois un enjeu effectivement, modèle économique, et d'abord de dire, vu ce que vous payez, premier niveau de satisfaction ou de performance attendue, c'est de dire que vous allez vraiment payer pour un service que vous aurez vraiment. C'est déjà une différenciation. Deuxième chose, effectivement, à travers maintenant l'échelon technologique, on essaie de se dire, deuxième enjeu qu'ils ont, c'est que même si l'éclairage maintenant fonctionne, généralement, beaucoup de collectivités, parce que les villes sont en forte croissance, il y a beaucoup de quartiers qui ne sont pas éclairés. Donc, il y a aussi un besoin d'étendre leur service d'éclairage qui, grosso modo, généralement, on va dire les meilleures villes, si je prends l'exemple de Kampala, c'est quand même une mégalopole, la ville est éclairée à 10% de sa superficie, quoi. Donc, c'est vraiment embryonnaire. Donc, le modèle économique, il vient de dire, en se disant, on essaie de rester à ISOCO, vous allez aussi, à travers les économies d'énergie que vous allez faire avec des instruments maintenant et des technologies beaucoup plus efficientes,
pouvoir aujourd'hui commencer à financer après un phasage de projet, une extension effectivement du service sur d'autres endroits. Donc effectivement, c'est important aujourd'hui d'avoir cette forme de contribution de la collectivité. Là, on ne parle pas encore une fois de mobiliser des financements, mais on parle derrière d'être sûr que la collectivité peut quand même conserver une capacité de dépense aujourd'hui, et peut-être qu'aussi le schéma qu'on essaie de mettre en place, c'est toute infrastructure d'éclairage public doit générer une forme de richesse, d'impact, et que c'est ça aussi, peut-être cet impact que peut avoir l'éclairage public, même si elle ne fait pas des recettes directes, elle génère des recettes indirectes. Par exemple, développer l'activité économique, plus de marchands qui s'installent le soir, et tout ça générera aussi à terme des recettes nouvelles des collectivités qu'elles peuvent, entre guillemets, réinvestir dans un programme d'éclairage qui se veut aussi pluriannuel, et les projets que l'on fait, on essaie de s'adapter quelque part dans ces aussi perspectives de recettes complémentaires et d'étaler un programme de déploiement. Et c'est ça peut-être là aussi l'avantage de l'éclairage public, c'est qu'on est sur des unités qui sont parfois pas forcément très chères, et donc on peut très bien le moduler et quelque part même se dire il y a un plan de développement sur 10 ans, et le développement annuel ou l'installation annuelle dépendra maintenant des recettes qui ont été créées ou des opportunités financières qu'on aura pu mettre en place. Mais effectivement, tout n'est pas linéaire, mais en tout cas, l'important, c'est de planifier tout ça et de mobiliser pour l'instant les finances existantes. Et si effectivement, il n'y en a pas, ça reste un vrai problématique. Comme tout à l'heure, tu m'as demandé comment je qualifie un projet viable. C'est une collectivité, malheureusement, aujourd'hui, me dit aujourd'hui, j'ai 0 montant dans mon budget sur l'éclairage public, je sais qu'effectivement, ça va être compliqué, quoi. Au moins d'initier même un projet démonstrateur, parce qu'encore une fois, il faut une participation de manière ou d'une autre. Donc, effectivement, c'était peut-être un facteur aussi discriminant pour l'instant de pouvoir accompagner et d'identifier cette capacité de paiement à date. Merci Stéphane. Et je pense qu'un des mots de la fin de ce débat ouvert serait effectivement de se dire, dans un PPP, il faut de toute manière une contrepartie du public, et qui est souvent une contrepartie financière, politique, de gouvernance, mais que le PPP n'est pas une délégation de responsabilité totale auprès du privé, ou rarement. Et qu'il faut bien intégrer le fait que quand on pense un PPP, il faut aussi penser à la contrepartie qu'on aura à jouer dans ce partenariat, et que c'est des contreparties qui se négocient, et que si c'est mal négocié, ça peut aussi avoir un impact négatif sur le projet et sur la collectivité dans le long terme. Et c'est ce qui a été malheureusement le cas dans beaucoup d'exemples de PPP en Afrique, où la capacité de négociation de la partie publique africaine était trop faible par rapport aux enjeux, et il n'a pas été suffisamment conseillé, comme le disait Monsieur le maire tout à l'heure, avec de l'expertise, de l'ingénierie extérieure, et qui fait qu'aujourd'hui, l'Afrique a malheureusement subi de forts échecs sur les PPP, et qui peut expliquer aussi la baisse d'investissement public, d'investissement direct et extérieur que je citais tout à l'heure, passé de 15 milliards de dollars en 2012 à 5 milliards aujourd'hui. Donc voilà, je pense qu'on peut clore le débat très riche, et merci en tout cas à vous pour cet échange et cette discussion très intéressante, et qui illustre bien, d'un point de vue du privé et d'un point de vue d'un élu local, comment les considérations se font. Et je vais donner la parole à Marie, peut-être, pour conclure le webinaire et présenter ce qui vient par la suite. Merci beaucoup Jean-François, et merci à tous. Effectivement, j'ai trouvé ces échanges et ces débats extrêmement intéressants. On est là sur un sujet relativement complexe. On a terminé ce cycle de webinaires avec quelque part la thématique qui était peut-être la plus difficile à aborder a priori, et on le voit, vous avez été nombreux à nous suivre, mais c'est pas toujours évident de pouvoir formuler des questions face à ce sujet qui peut être aussi nouveau pour un certain nombre d'entre vous. Et Monsieur le maire, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a un enjeu aussi de renforcer les structures, les administrations au sein des collectivités locales, pour qu'elles soient à même de mieux appréhender la complexité de ces mécanismes de PPP, et pour pouvoir donner l'opportunité donc à ces investisseurs de répondre aux besoins d'investissement et de développement des villes, notamment sur le continent africain. Et en ce sens,
Je me permets de souligner qu'au niveau du campus AFD et avec l'Agence française de développement, nous sommes en train de développer une nouvelle offre de formation sur la thématique spécifique des partenariats publics-privés. Donc, on essaye de développer cette offre pour être la plus adaptée aux besoins des publics et on espère qu'elle sera disponible d'ici la fin 2023. On vous tiendra bien sûr au courant. Plus largement, voilà, comme on le disait en introduction, nous concluons aujourd'hui ce cycle de financer la ville durable de demain que l'on vous a proposé tout au long de cette année 2022. Donc, on vous l'avait annoncé, toutes ces ressources, et y compris le replay de ce webinaire, seront très rapidement disponibles ou sont d'ores et déjà disponibles sur la plateforme le Local Finance Knowledge Hub, développé entre autres par le FMDV. Sachez également que ces ressources feront l'objet d'un mini-MOOC qui sera disponible, si ce n'est pas à la fin de ce mois, ce sera tout début de 2023. Un mini-MOOC donc, qui reprendra l'ensemble de ces capsules vidéo avec des quiz et donc des éléments qui vous permettront aussi d'accéder à une certification et puis surtout de pouvoir voir et revoir ces ressources et les partager également sur la durée. Voilà, donc encore un grand merci à tous. Merci d'abord pour votre intérêt et votre suivi pour ces différents webinaires. Merci à tous les intervenants, ceux en particulier qui se sont mobilisés aujourd'hui, ceux qui nous ont accompagnés au cours des sessions précédentes. Merci évidemment à toute l'équipe du FMDV. Je le répète à chaque fois, mais on nous voit, Jean-François et moi, mais il y a de nombreuses autres personnes qui travaillent pour assurer la gestion et la coordination de ces événements. Donc, merci beaucoup à elle, parce que c'est une équipe féminine. Et puis, on vous donnera aussi très prochainement des nouvelles pour les prochaines activités qu'on pourra vous proposer dans le courant de l'année 2023, toujours pour essayer d'accompagner les réflexions et les partages de solutions sur le financement du développement durable des collectivités locales, en particulier sur le financement sur le continent africain. Pardon. Voilà, merci à tous. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Ah oui, et pardon. Donc effectivement, pour nous permettre de vous proposer ces nouvelles ressources sur 2023, on vous invite à répondre à un questionnaire. Vous pouvez, avec le QR code ici, télécharger le lien. Sinon, il vous sera envoyé avec le replay du webinaire dans les prochains jours. Il est également disponible dans le chat du Zoom. Et donc, ça nous permettra de voir quelles sont les ressources qui vous ont le plus intéressé. Et donc de réfléchir par la suite aux thématiques qu'on pourrait poursuivre de travailler dans le courant de l'année prochaine. Voilà. Merci, à très bientôt. Au revoir. Merci à vous tous. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir.